Nous souhaitions donner la parole à quelques acteurs de la conservation de la nature et des acteurs que nous avons choisis parmi nos membres. Donc, nous voulions avoir le point de vue d'un établissement public, donc, qui sera représenté ici par Cyril Barnerias, directeur des relations européennes et internationales de l'Office français pour la biodiversité. Cyril, je t'invite à rejoindre la scène. Nous voulions avoir le point de vue d'une ONG qui sera représentée par Sandrine Bélier, directrice d'Humanité et Biodiversité. Chère Sandrine, rejoins-nous. Le point de vue d'une collectivité territoriale, et nous accueillons Christine Juste, maire adjointe au maire de Marseille, en charge de l'environnement et ville hôte de notre fameux congrès mondial à Marseille. Et enfin, Claire Tutenuy, déléguée générale d'entreprise pour l'environnement, qui nous donnera le point de vue des entreprises sur la conservation de la nature. Pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'inviter Emmanuel Delannoy, qui est notre secrétaire général et qui va animer cette table ronde en votre compagnie. Cher Emmanuel, je te passe le micro. Merci, cher Sébastien. Alors, avant d'ouvrir cette table ronde, je voulais faire un petit clin d'œil à vous les terrestres. Alors, vous avez compris à qui je veux faire allusion peut-être. Nous sommes tous des terrestres, on ne se pose pas la question de savoir si on est vivant, humain ou non humain. Les bactéries que vous abritez dans votre tube digestif sont aussi des terrestres comme nous. Alors, on ne va pas faire ici le parlement des choses, cher à Bruno Latour, on n'aura pas le temps. Mais on va se poser les questions de finalement réinventer ces relations aux vivants, humains et non humains. L'objectif, et on l'a vu ce matin à travers le cadre post-2020 dont nous avons besoin maintenant, à travers ces jalons qui soient clairs, à travers ce cadre qui doit être le plus simple, le plus clair possible pour qu'il soit applicable. On a besoin d'indicateurs, on a besoin de transparence, on a besoin de rigueur dans la mise en œuvre. Et puis on a besoin d'un certain nombre de conditions qui vont faciliter le chemin sur cette période finalement qui est entre le Congrès de Marseille et la COP15 de Montréal. Qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie du succès? Quelles sont les attentes des acteurs sur ces conditions qui peuvent nous mettre sur la voie du succès? Donc, c'est des sujets qui vont être éminemment vastes. On pourrait parler d'aspects purement techniques, de gestion des espèces, de plan de gestion des milieux. On pourrait parler de droit national, international. On pourra parler de modèle économique, de développement. On pourra aussi parler de choix de société, de prise de hauteur, de prise de recul, dans un sens un peu plus philosophique, dans un sens certainement plus politique aussi. C'est des questions de choix de société finalement qui vont se poser à nous tous. Donc on aura le temps de reparler de tout ça. Mais l'essentiel, c'est d'abord aux acteurs que je vais donner la parole. Et en ouverture, ce que je voudrais proposer, donc, c'est à Cyril Barnerias, donc, directeur des relations européennes et internationales à l'Office français de la biodiversité, peut-être pour poser un peu le cadre déjà, justement de nous préciser quelles seraient ces conditions dont nous avons besoin, quels sont ces éléments facilitateurs, qu'est-ce qui nous mettra sur la route du succès justement d'ici à Montréal. Alors, d'ici à Montréal, effectivement, je ne sais pas si on arrivera à franchir le gué qui nous sépare des conditions nécessaires pour la réussite, mais en tout cas, il y a encore pas mal, puisqu'il y a pas mal de choses à faire. On voit que le texte est encore empreint de beaucoup de crochets. Je pense que, enfin, on espère, on a parlé d'une sorte d'accord de Paris, de la biodiversité, donc avec tout ce que ça peut comporter, qui n'est pas toujours positif, mais en tout cas, voilà, d'enjeux pour avoir un cadre qui soit bien défini, clair, avec des objectifs qu'on dit smart, enfin en mauvais français. Voilà, donc tout ça, ça va être négocié là, dans les jours qui viennent. On a besoin, pour atteindre le niveau le plus haut d'ambition, d'une mobilisation encore. Alors, j'ai toujours un peu de mal à le dire devant des personnes qui se mobilisent pour certains et certaines depuis des années, parce que c'est évidemment pas vous que j'ai besoin de convaincre, mais c'est le reste de la société qu'on a besoin de convaincre, les entreprises. Alors, il y en a qui travaillent avec les entreprises depuis longtemps également. Que ce cadre justement qui va être défini, il va avoir un impact potentiel sur les entreprises et que donc elles ont besoin, en particulier les entreprises françaises par exemple, de se mobiliser
pour que le terrain de jeu, on va dire, soit égal pour tout le monde et que ça soit évidemment le mieux pour la biodiversité. Donc on a besoin d'informer, de sensibiliser, de mobiliser. On a besoin pour ça de s'unir, c'est-à-dire de travailler ensemble, les différents secteurs. Tous ceux qui sont autour de la table ont besoin, et je pense qu'on le fait dans le même objectif de protection de la biodiversité, mais on a vraiment besoin d'utiliser nos différents réseaux pour continuer à mobiliser autour de la biodiversité. On a besoin de décloisonner entre les différentes politiques publiques. Et c'est pour ça aussi que un établissement comme l'OFB, qui a la double tutelle agriculture, environnement, qui dans son conseil d'administration regroupe un peu tous les acteurs, agriculteurs, pêcheurs, ONG, de protection de l'environnement, évidemment, administration. Alors évidemment, c'est pas toujours simple. Les conseils d'administration sont souvent des lieux de discussion animés. Mais il y a besoin de ces arènes-là, y compris pour la gouvernance d'un établissement public au service de la biodiversité. Donc vraiment, cette besoin de décloisonnement, je pense que c'est très important. Je m'arrêterai là pour cette première introduction. Merci. La deuxième question, elle va être pour Christine Juste, qui est adjointe déléguée à l'environnement et à la biodiversité à la ville de Marseille. Alors vous accueillez il y a un an le Congrès mondial pour la nature, avec une forte mobilisation de l'ensemble de la ville, des services, des citoyens, des parties prenantes de la ville. Mobilisation qui a d'ailleurs fallu maintenir dans le temps, ce qui était un exploit avec les reports multiples qu'il y a pu y avoir. Mais malgré tout, elle était là. Finalement, ont été les bienvenus, puisque c'est notre nouvelle majorité qui a eu le plaisir d'organiser cet événement. Pour une fois, la Covid a eu du bon. Voilà. Et je dois dire que cet événement n'a pas été abordé de la même façon. Il ne s'agissait pas juste d'organiser le cocktail de bienvenue et de au revoir. Pour nous, c'était très important parce que ça collait à notre feuille de route, notre nouvelle feuille de route. Et ça a permis de donner à voir aux Marseillais et aussi à tous les agents de la collectivité où est-ce qu'on voulait les amener et surtout où on voulait aller avec eux. Donc du coup, merci à l'UICN. Ça a permis vraiment de porter et d'engager, et notamment des dialogues pendant l'UICN avec les laboratoires, avec des associations qui nous ont rencontrés, qui ont trouvé un écho de notre majorité. On a pu construire de solides partenariats. Et je vais vous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, bien évidemment, 2 ans, c'est très peu pour vraiment pouvoir bâtir, mais beaucoup de choses sont engagées pour préserver la biodiversité et surtout lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, entre-temps, nous avons également reçu le label 100 villes décarbonées et tout ça est très fortement lié. Alors, premièrement, pour préserver ou redonner le territoire à la nature, nous avons déjà sanctuarisé une trame verte, bleue et noire, et nous avons en plus travaillé sur une modification du PLU pour justement sanctuariser tous ces espaces et ces continuités écologiques. Cette modification s'appelait « Retour de la nature en ville ». Nous avons également un patrimoine de friches important et nous travaillons avec des associations, des laboratoires d'Aix-Marseille Université qui sont très riches pour des études écologiques de ces sols et des usages à envisager. Deuxièmement, nous avons recréé de la nature en ville. Nous désimperméabilisons, c'est très compliqué à dire très vite, des squares, des cours d'école. Nous créons des mini-forêts avec des associations, avec des laboratoires. Nous répondons, ce qui n'était jamais le cas avant, à des appels à projets d'agences de l'État, parce que nous avons besoin de finances pour tous nos projets. Au sujet de l'eau, nous profitons de la GEMAPI pour créer des zones humides sur nos fleuves, qui ne sont pas en très bon état écologique, mais on y travaille. Nous renaturons nos berges. Nous avons encore répondu à un autre appel à projet pour un cours d'eau, le Jarret, qui est dans un état très, très bas en termes écologiques, mais nous ne désespérons pas. Nous sommes également engagés sur une feuille de route zéro déchet, zéro plastique. Pendant l'UICN, nous avons signé la charte Fleuve sans plastique. Et là, nous venons de passer au dernier conseil municipal les 2 chartes de la région et de l'État sur zéro plastique en Méditerranée et plage sans plastique. Et enfin, nous essayons d'engager aussi bien nos concitoyens que nos agents. Nous travaillons en interne, puisque évidemment ce sont des sujets transversaux, sur la commande publique. Et nous avons également créé une charte de la construction durable où l'impact sur la biodiversité. Voilà. Nous essayons de faire en sorte que dans toutes nos actions, il y ait cet intérêt, cette pensée pour la biodiversité et pour le vert. Et puis, bien évidemment, après Marseille, et après la COP26 également, il est clair que le rôle des villes et des communes, du local, il est primordial. C'est pour ça que j'espère qu'à Montréal, cette voix encore sera portée. J'ai cru entendre dans les couloirs que Paris avait également cette volonté. Donc peut-être que Marseille et Paris
pour une fois, se retrouvant de manière amicale en dehors d'un match de foot. Oui, là, il n'est pas question de foot, hein, donc ça devrait aller. Pas de compétition. Pas de compétition, en tout cas. On reviendra sur les questions de la mobilisation, non plus de la ville, mais des citoyens, peut-être juste après. Mais avant cela, donc, Claire Tutenuy, donc, vous êtes déléguée générale de PE. Alors, les entreprises, on en parlait d'ailleurs, je me permets un aparté, elles seront finalement au cœur de nos contradictions ou des contradictions de notre société. On est tous citoyens consommateurs. Et le citoyen en nous, il veut des espaces naturels protégés, il veut un cadre de vie sain. Et le consommateur, il veut des produits bon marché, de l'énergie bon marché, de l'électronique bon marché, de la nourriture bon marché. Et finalement, tout ça génère pas mal de tensions, au cœur desquelles les entreprises sont. Parce qu'à un moment donné, il faut bien des processus pour fabriquer tout ça. Et donc, ces processus génèrent des impacts sur la biodiversité. Mais les entreprises sont aussi un levier d'action, un moyen d'action. Et elles ont elles-mêmes pas mal de leviers en main. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Absolument. Merci beaucoup déjà de nous avoir conviés, parce que c'est vrai que l'UICN n'est pas un endroit où traditionnellement il y a beaucoup de représentants d'entreprises. On a été extrêmement fiers. Donc, Entreprises pour l'environnement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une association de grandes entreprises qui est un peu les écolos des entreprises. Donc, on est leur Jiminy Cricket avec la proportion de taille, et on essaie de les aider, d'animer leur réflexion collective sur comment on prend en compte le climat et la biodiversité. Le climat, ça fait très longtemps, et la biodiversité, c'est beaucoup plus récent. Et j'ai essayé de dater. Et en fait, on a commencé à mettre le paquet. Alors, ça fait longtemps que les carriers y travaillent, que les infrastructures linéaires y travaillent, que les gens qui ont des grands sites industriels. Mais traditionnellement, c'était vraiment la biodiversité autour des sites. Et à partir de 2017-18, donc je me disais c'est Hawaï, ou c'est bon, il y a eu, en tout cas dans la perspective de 2020, qui devait être l'année de la biodiversité, il y a eu une accélération très forte et qui a été... alors, en France, comme il y avait 2020, il y avait Marseille, on voulait être prêt pour Marseille, donc on a un peu anticipé, mais le monde a viré de bord en 2020, avec en particulier le rapport du WEF, qui a dit, qui fait le WEF, c'est Davos. Davos a montré un grand tableau à tous les décideurs économiques du monde en disant, vous voyez le tableau des risques mondiaux, et il y avait la biodiversité pour une fois tout en haut à droite. Très haute probabilité, très haut risque, avec des énormes enjeux. Et donc, les gens se sont dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ces risques biodiversité ? Et il y avait des études, il y avait eu le rapport Pavan-Sukhdev, il y a eu ensuite le rapport Dasgupta, il y a eu des rapports qui ont expliqué d'où venaient les risques. Il n'est pas encore établi si le Covid était un risque biodiversité ou pas, mais ça pouvait être... Et donc, c'est au début 2020 qu'ils ont pris conscience de la magnitude de la dépendance du monde économique à la biodiversité, et où il y a eu cette accélération qui est passée par des gens qui sont extrêmement écoutés des entreprises. C'est triste à dire, ça s'appelle les financiers. Les investisseurs, les actionnaires ont commencé à demander vous avez quoi comme risque biodiversité ? Qu'est-ce que vous faites comme action ? Qu'est-ce que vous avez comme impact ? Mais surtout cet aspect risque qui a vraiment conduit à ce que la question soit systématiquement posée. Alors dans les risques, c'est comme pour le climat, il y a le risque physique. Sur la biodiversité, c'est difficile, il n'a aucun effet. Je veux dire, une entreprise peut polluer. Les impacts que ça cause sur son propre business sont en général pas très élevés, parce que c'est très diffus, c'est lointain. D'ici voilà, les impacts sont lointains et diffus, donc le lien entre ces impacts et ces risques est très faible. En revanche, le risque de transition est fort. Si vous polluez, vous avez une punition, une sanction. On peut vous obliger à fermer vos sites, et ça c'est important et ça fait bouger. Donc c'est cet aspect risque de transition qui a fait bouger aussi beaucoup. Et donc et comme c'est des impacts indirects, elles ont été interpellées sur leurs impacts indirects également. Et ça c'est un élargissement qui est aujourd'hui complètement acté. Elles savent bien que leurs impacts, ce n'est pas que les sites. Au contraire, si elles commencent à dire « regardez ma politique autour des sites », ça ne marche pas. On leur demande où est-ce que vous vous fournissez en matières premières, qu'est-ce que vous faites ? Et vos matières premières à 5 ou 6 degrés, des sous-traitants. Donc elles sont obligées d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et en même temps qu'elles sont obligées, elles ont commencé à réfléchir aux solutions. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises, à agir, à faire des choses et à s'engager. Et on a été très fiers de lancer une initiative Act for Nature qui, en France, s'est traduite aussi par Entreprises engagées pour la nature, où les entreprises prêtent des engagements d'action qui sont smart, si on parle en mauvais français. Mais elles ont commencé en 2018 dans la prévision de Marseille, en disant il faut qu'à Marseille, on ait fait des choses, on ait montré des choses.
Et elles ont pris des engagements concrets d'action, de formation, de sensibilisation, de changement dans des process d'achat ou de décision d'investissement, par exemple. Et elles ont montré des choses à Marseille. On a fait un rapport d'exécution qui a bien montré qu'elles commençaient à mieux maîtriser le sujet, ce qui fait qu'on peut monter l'ambition, et notamment les parties prenantes présentes dans la salle en particulier. Merci Florence, merci Valérie, Noé, qui sont là aussi. Merci Humanité et Biodiversité qui a fait naître Act for Nature aussi, qui était là au tout début, d'avoir une exigence et de faire monter. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on attend de Montréal ? Alors, juste un point, SMART, tout le monde ne connaît pas. Alors, ça se dit spécifique, mesurable, atteignable ou additionnel ou et additionnel. R, on n'a pas trouvé la traduction française, c'est relevant. Ça veut dire matériel, aussi en anglais. Ça veut dire que c'est gros. On ne peut pas dire qu'on a traité le problème si on n'a pas traité ce sujet-là. Et T, c'est pour le temps. C'est time bound. Tout ça, c'est de l'anglais, hein, désolé. Temporellement cadré, ça s'appelle. Et ça veut dire qu'en gros, il y a des chiffres, il y a des dates. On doit avoir fait telle chose avant telle date. Et on ne peut pas laisser dans l'ombre un sujet essentiel. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un jugement sur l'ambition. C'est un jugement sur la rigueur et sur l'efficacité et sur la vérifiabilité, parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est que c'est reporté. Il faut rendre compte, et on a rendu compte de 586 engagements. Où en est l'exécution ? Grande satisfaction, il y en a 90% qui sont faits ou en cours, ou bien avancés. Enfin voilà, il y avait quand même eu le Covid, donc il y a un peu de retard parfois, mais en tout cas, ça donne des choses vérifiables. Et donc, ça aide les gens, les entreprises et leurs employés, parce que les entreprises, c'est des gens, à progresser, s'approprier ce que ça veut dire que la biodiversité dans leurs différents métiers. Peut-être un petit point sur Montréal. Les entreprises, pour le climat, il y a eu un mouvement des entreprises avant l'accord de Paris qui a dit on a des solutions, mais on a besoin de vous et d'un accord ambitieux, messieurs les gouvernants, pour que ces solutions puissent se déployer à grande échelle. C'est un peu pareil sur la biodiversité, sauf que les solutions sont beaucoup plus liées au territoire. Donc c'est un peu moins universel, mais c'est quand même assez universel parce qu'on ne peut pas mettre en concurrence l'agroécologie, une agroforesterie en France et du soja ou du maïs qui vient de pays sans politique ambitieuse environnementale. Le commerce international est important. Une des grandes questions, c'est est-ce que la biodiversité va prendre le dessus sur les exigences de la liberté du commerce, qui sont quand même un principe important qui a fait la prospérité depuis 1945 et qui est extrêmement difficile par le monde économique à remettre en question. Donc petit à petit, est-ce que la COP de Montréal va cranter quelque chose là-dessus ? On voit que l'Europe le fait avec le projet de règlement sur la déforestation importée. C'est un début. Elle l'a fait, ça se fait un petit peu sur le charbon en matière de climat, qui fait partie de la biodiversité. On dit, on ne finance pas telle chose ou telle autre, mais je veux dire qu'on va mettre un mécanisme carbone à l'entrée de l'Europe. Mais sur la biodiversité, c'est plus compliqué, mais c'est un des enjeux qu'on considère comme important, parce qu'il y a trop de disparités dans les politiques mondiales. On ne peut pas localement complètement se fermer à l'ensemble du reste de l'économie mondiale. Enfin, en tout cas, la France est dans l'Europe. L'Europe n'estime pas pouvoir le faire, mais elle commence à comprendre qu'il faut mettre des choses. Et donc, on a besoin d'un accord ambitieux. Et les entreprises sont prêtes, se mobilisent. Elles commencent à se mobiliser. Il y avait 0 entreprise, ou peut-être 1 ou 2 à la COP de Sharm el-Sheikh. Il devrait y en avoir une dizaine d'entreprises françaises qui vont aller à Montréal, donc, et pas que des Françaises, évidemment. Mais elles se mobilisent un peu plus pour essayer d'obtenir un accord qui leur permette de fonctionner avec un cadre plus visible, prévisible et plus ambitieux. Et pour terminer ce premier tour de table, Sandrine Bélier, donc directrice de l'association Humanité et Biodiversité. Alors on parlait de décloisonner avec Cyril Barnerias tout à l'heure. Humanité et Biodiversité qui s'est donné pour devise, si je ne m'abuse, la biodiversité partout, pour tous et par tous. Donc si on veut décloisonner, ça commence pas mal avec un slogan pareil quand même. Comment fait une association comme Humanité et Biodiversité et d'autres, parce que je pense que vous pouvez parler pour FNE et d'autres certainement, pour mobiliser, pour donner envie de biodiversité à tous les publics? Bon, d'abord, bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup au Comité français de l'UICN France pour l'organisation de cet événement. Joyeux anniversaire encore pour vos 30 ans.
Et je ne vais peut-être pas totalement répondre à ta question tout de suite, Emmanuel. C'est un propos introductif. Je la reposerai après, alors. Mais je te promets que j'y répondrai ensuite. Après les propos de Claire, moi, j'ai envie de commencer mon intervention par dire quand on veut, on peut. Et on ne peut pas parce que, et on s'invente un certain nombre de contraintes. On l'a beaucoup entendu. Là, à l'horizon du sommet de Montréal, moi je me dis qu'on a déjà quasiment la bonne boîte à outils et les bons objectifs depuis 12 ans. Ils ont été pris à Nagoya, ce sont les objectifs d'Aichi. Et sur ces 12 dernières années, malheureusement, ça a manqué de volonté pour mettre en œuvre et concrétiser ces objectifs. Si je me mets du point de vue des ONG environnementales, que ce soit Humanité et Biodiversité particulièrement, mais aussi avec un certain nombre d'autres associations de protection de la nature et de l'environnement, sur les prochaines années, les principaux chantiers qui nous paraissent importants et sur lesquels mobiliser, c'est d'abord de promouvoir une synergie entre les politiques climat et biodiversité. Et c'est... bonne nouvelle, on nous a annoncé ce matin qu'il y aurait potentiellement une réunion sur les enjeux de biodiversité dans la prochaine COP climat. Moi, je continue de regretter qu'au dernier sommet de la Terre, en 2012, on n'ait pas décidé, et plutôt que d'adopter des objectifs de développement durable et un nouvel outil complémentaire, qu'on n'ait pas décidé de fusionner les 3 conventions qui avaient été adoptées à Rio en 92 et dont les enjeux et maintenant les solutions sont intimement liés, que sont la Convention de lutte contre le dérèglement climatique, la Convention de lutte contre la perte de la biodiversité et une convention qu'on oublie beaucoup mais qui devient un enjeu très important, qui est la Convention de lutte contre la désertification. Et tous ces enjeux-là doivent être aujourd'hui, et en tout cas nous on a l'intime conviction qu'ils doivent être menés de front et qu'il n'y a pas une urgence climatique qui pourrait trouver des solutions en rognant sur l'urgence de lutte contre l'érosion de la biodiversité telle que ça peut nous être présenté dans certains projets de loi en ce moment qui vont arriver à l'Assemblée nationale, qui, au motif de lutter contre le dérèglement climatique, vont s'abroger de règles de protection de la biodiversité, que ce soit la loi montagne, la loi littorale, et qui mettraient une hiérarchie entre ces impératifs qu'on doit mener de front. Deuxième élément et une bonne nouvelle pour la biodiversité, c'est que, et ça a été dit par Christine, il n'y a pas d'espace perdu pour la biodiversité et on peut agir à tous les espaces de territoire. C'est-à-dire que ce qui se fait dans votre jardin en tant que citoyen, en faisant une oasis nature, un refuge LPO, ça participe à la reconquête de la biodiversité. Une politique ambitieuse à l'échelle d'une commune, ça participe à la reconquête de la biodiversité. Donc la France et l'État français n'a pas besoin d'attendre les conclusions du sommet de Montréal pour commencer à avoir une politique ambitieuse de biodiversité et de mettre en avant et de finaliser une stratégie nationale pour la biodiversité qui soit ambitieuse et opérationnelle. Enfin, autre chantier et qui a été délaissé, qui est d'introduire, et c'était aussi une des conclusions il y a 12 ans, c'est d'introduire la préservation de la biodiversité dans toutes les politiques sectorielles, dans le domaine agricole, dans le domaine des transports, dans le domaine de la construction, et ça c'est encore de très très gros chantiers. Et tous ces efforts pour la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique ne doit pas se faire au détriment du dialogue environnemental, ne doit pas se faire au détriment de la démocratie participative. Il est inadmissible aujourd'hui pour nous qu'au nom de l'urgence de la lutte contre le dérèglement climatique, là encore, on viole le principe de non-régression du droit de l'environnement et tous les principes démocratiques qui ont amené la population à être associée à ces décisions sont des décisions importantes. Et l'acceptabilité d'un certain nombre de projets qui amènent des changements de vie, pour que ça fonctionne, il faut associer au maximum la population dans les démarches de dialogue environnemental, dans des démarches d'enquête publique, dans des démarches de concertation. Et vouloir gagner du temps en rognant sur ces moments de dialogue environnemental, nous avons l'intime conviction que ça aura l'effet inverse et qu'on n'emmènera pas l'ensemble de la population dans ces changements transformateurs auxquels appelle l'IPBES. Donc vous l'aurez compris, pour moi la première cause d'échec de ces politiques de lutte contre l'érosion de la biodiversité, c'est la volonté politique. Et
Et le politique, quand il veut, il peut. Rappelez-vous le Covid, quand il a fallu enfermer l'ensemble de la population et décréter l'état d'urgence, le politique, il a su faire. Donc si on considérait aujourd'hui que la lutte contre l'érosion de la perte de la biodiversité, c'est une urgence, il y a des mesures, il saurait faire. Il saurait engager des politiques différentielles. Il aurait su nous faire un plan national de transposition de la politique agricole commune qui favorise plutôt le bio et l'agroécologie que le système usuel et tel qu'on connaît, et sans réduction massive et dans un court terme des pesticides. Il aurait su corriger les effets négatifs des diverses politiques sectorielles. Donc je vous le disais, sur l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'urbanisme, on inventerait un nouvel imaginaire du vivre ensemble et on est capable, et la population est capable d'entendre qu'on peut vivre bien, non pas seulement dans des tours ou sur du logement individuel, mais qu'il y a peut-être une alternative entre les deux à inventer et à promouvoir. De protéger et restaurer la biodiversité, ça veut dire en finir avec l'idée de la compensation. C'est, encore une fois, éviter, réduire, compenser. Tout est orienté sur la compensation, et même pour le milieu économique. Il y a certainement des moyens de mettre en avant, et on a des outils réglementaires, incitatifs, dissuasifs, et de jouer alternativement, systématiquement sur ces 3 outils. D'organiser la transition agroalimentaire, je vous l'ai dit, et ça, on n'a pas besoin d'accords internationaux pour lancer une politique en France. Et puis enfin, je vous dirais, surveiller là. Le premier test, et nous, on sera très, très vigilants, et ce sera aussi notre indicateur, le projet de loi de finances, parce que c'est bien d'annoncer des budgets pour la biodiversité. Mais on ne retrouve rien dans les lois de finances. Et puis, il y a une chose qui était dans les objectifs d'ACHI et qui est simple, et puis c'est une économie pour l'État, c'est arrêter les subventions néfastes à la biodiversité. Arrêtons de financer des activités qui participent à la destruction de la biodiversité. C'est le premier levier. Et puis, utilisons cet argent pour promouvoir les actions en faveur de la biodiversité. Et finalement, c'est même assez simple, quoi. Il faut arrêter de payer la destruction et qui aujourd'hui présente un gain économique plus intéressant que de préserver notre patrimoine naturel. Et puis enfin, j'en finirai là-dessus, la pédagogie, l'éducation, la recherche, et ça fera très certainement l'objet de ma seconde intervention, puisque sans éducation, sans sensibilisation, sans accompagnement des publics, il est évident qu'on perd et on perd encore du temps. On se souvient de la une. On se souvient de la une de Libération, qu'on a d'ailleurs revue tout à l'heure pendant le congrès mondial de la nature, biodiversité, quoi qu'il en coûte. Donc c'était effectivement une belle résonance à cette couverture. Et ça rappelle, précipitation et mauvaise conseillère. Précipitation amène à de la prise de risque inconsidérée. Ce que Claire Tutenhuy disait sur la prise de risque juste avant entre de manière intéressante en résonance avec ce que tu viens de dire. Deuxième point, et j'aurais envie de vous entendre là-dessus, c'est sur justement la transversalité, la complémentarité des actions de là où vous êtes chacun. On y a fait allusion, vous avez convergé sur Act for Nature, entreprise engagée pour la nature. Marseille n'est pas seule, elle agit avec des parties prenantes, des associations locales, des institutions. Comment vous travaillez ensemble aujourd'hui? Quels sont les liens qui se tissent? Quelles sont les complémentarités? Mais aussi, pourquoi pas, quelles sont les tensions? Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et parfois, il peut y avoir des points de vue, des divergences, des choses qu'il va falloir affronter à court terme. Alors, peut-être pour commencer à répondre à cette question-là, on peut recommencer par Cyril, éventuellement. Comment on travaille ensemble? Il y a de multiples manières, évidemment. Je citais tout à l'heure le conseil d'administration qui permet que chacun soit représenté dans notre gouvernance, mais il y a évidemment les partenariats nombreux qu'on essaie de nouer autour du projet Act for Nature, entreprise engagée pour la nature, territoire engagé pour la nature. On essaie d'associer toutes les collectivités territoriales. Effectivement, comme tu le disais, chaque territoire peut s'engager. À chaque niveau, chacun peut s'engager, et du coup, c'est ça aussi l'objet des différents outils qu'on promeut, Atlas de la biodiversité communale, territoire engagé pour la nature, capitale française de la biodiversité, qui permettent de valoriser ou d'engager des territoires à leurs différents niveaux. Après, je pense qu'il y a effectivement une force de l'action quand on arrive à faire converger à la fois les engagements des territoires et les engagements des entreprises. Souvent avec l'aiguillon des associations locales notamment, mais nationales évidemment aussi. Puisqu'en fait, quand on est à ce niveau un peu de territoire et d'entreprise qui convergent pour l'objectif de protéger la biodiversité,
je pense qu'on a vraiment, on arrive vraiment à des résultats très très intéressants. Après, une autre manière de travailler ensemble, c'est aussi de faire écho les uns aux autres à nos réflexions, en progressant par rapport à l'avancement des uns et des autres dans nos réseaux, pour construire les nouveaux récits, les imaginaires dont on a besoin. C'est-à-dire que tu faisais référence à Bruno Latour, il parlait de cette classe écologique qui devra se former. Et pour former cette classe écologique, il disait voilà, qu'on a besoin de nouveaux récits. Il y a eu le récit du socialisme, le récit du capitalisme, et on a besoin d'un nouveau récit qui nous permette de faire adhérer la population à cette transition qui est nécessaire. Hein. Voilà, le rapport du PBS parle de changement transformateur. Mais voilà, dès qu'on a voulu essayer de mettre en place une taxe carbone, on s'est confronté au premier gilet jaune et voilà, et ça a patiné. Donc on a vraiment besoin d'un changement de récit profond pour accepter des changements importants dans la société. Et ça, je pense qu'on progresse. Alors c'est lent, c'est trop lent évidemment par rapport à ce qu'on voudrait, mais on progresse aussi par l'écho qu'on se fait les uns et les autres dans nos modes de pensée, dans nos priorités respectives. Voilà. C'est un point intéressant, c'est quand on parle de transition, en fait, on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on va. Et pour faire à nouveau référence à Bruno Latour, c'est où suis-je, partager le constat, et où atterrir, vers quoi on veut converger. Oui, si Christine. Moi, je veux bien rebondir sur un des propos de Sandrine. Bien évidemment que, je l'ai dit, nous, on voulait montrer la feuille de route et y aller avec, évidemment, tous les Marseillais et les Marseillaises. Et la chance qu'on avait, c'est que, vu l'état de la ville, en fait, il y avait un réseau incroyable d'associations dans tous les domaines qui ont tenu cette ville pendant 25 ans. Donc, en fait, c'était incroyablement fantastique pour nous d'arriver et de pouvoir bâtir plein de projets. Donc, par exemple, lorsqu'on a envie de faire des mini-forêts, c'est presque les citoyens qui font toc-toc. Là, on a vu, il y a un petit bout, il y a 2 mètres carrés à débétonner, on y va. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre et c'est vous qui allez arroser. Enfin, on va dire que cette chance-là, elle est inouïe, surtout vu l'état des finances de la ville. Donc ça, de ce côté-là, c'est très bien. Mais bien évidemment, il faut continuer à associer. D'ailleurs, nous avons, c'est nouveau, un élu à la démocratie participative. Et nous faisons beaucoup de travaux d'intelligence collective avec des laboratoires, avec France Active, avec le LICA, parce qu'on ne peut pas faire sans... Et vu l'urgence, il faut faire avec tout le monde. Par exemple, si on veut requalifier un petit jardin qui était très bétonné, on fait de la concertation. Alors évidemment, c'est compliqué, évidemment, la démocratie. Il y en a qui veulent un terrain de boules, d'autres veulent le parc à chiens, d'autres veulent les jeux pour enfants, et ça va gêner les chiens. Enfin, et donc, on travaille comme ça, et ça se passe très bien. Et puis après, il y a travailler avec les labos. Ça, c'est aussi une chance inouïe dont je vous ai parlé. Mais ce qui est nouveau, c'est travailler avec l'État. Et à tel point, on les pousse tellement, parce que souvent, ce sont les EPIC qui peuvent travailler avec les agences de l'État. C'est-à-dire que les pouvoirs, les vrais pouvoirs, sont les communautés urbaines. Or, c'est les communes, je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est même en train de pousser tellement l'agence de l'eau ils vont peut-être arriver à modifier leur règlement pour pouvoir travailler à la ville de Marseille et faire un contrat ville-agence de l'eau pour pouvoir désimperméabiliser, renaturer, travailler. Nous, on veut redonner l'eau dans la ville, la place de l'eau. Parce que bizarrement, tous nos fleuves étaient souvent enterrés. On ne sait pas pourquoi. Les Marseillais n'aimaient pas trop voir l'eau, je ne sais pas pourquoi. Autrefois, ils y lavaient leur linge et puis d'un coup, sont devenus des égouts, c'est enterré. Donc là, on va pouvoir travailler. Donc tout ça, ce sont de nouveaux comportements. Et il faut jouer sur tous les tableaux parce que 2030, c'est demain. Et effectivement, il faut commencer tout de suite. Ce n'est pas la peine peut-être d'attendre effectivement des méga super lois, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive. Mais c'est vrai, l'angle démocratie participative, d'ailleurs, dans le projet 100 villes décarbonées, qui est intimement lié, bien évidemment, dans notre programme, le retour de la nature en ville, il y a l'Europe nous impose à la fois de l'innovation technologique, mais de l'innovation citoyenne. Comment on entraîne tous ces gens-là, que ce soit pour lutter contre les règlements ou pour lutter contre la perte en biodiversité, il faut forcément associer tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir maintenant un élu à la démocratie participative. Merci. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas vous qui avez dû mobiliser les Marseillais, c'est les Marseillais qui vous ont aiguillonné. Voilà. Très bien. Claire ? Je crois que le collectif est effectivement encore plus nécessaire sur la biodiversité que sur le climat. Parce qu'il y a quelque chose, et ça va m'amener à quelque chose, un message fort que je porte vers l'UICN, qui est que les entreprises aiment bien les systèmes de gestion. Sur le climat, ils ont quelque chose qui s'appelle SBTI,
Il y a une trajectoire dessinée par le GIEC de décroissance des émissions et elles s'engagent et elles suivent, elles travaillent à réduire leurs émissions selon cette courbe. Sur la biodiversité, il n'y a pas de courbe et il n'y a pas de scénario pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas l'indicateur de la tonne de CO2 qui est si pratique parce qu'il rentre dans les systèmes de gestion. Et donc en biodiversité, elles sont assez démunies, mais avec une très forte tentation. Le monde économique a une très très forte tentation et cherche le Graal. Ça s'appelle quand même le Graal. C'est pour vous dire le caractère un peu sacré de la chose. Le Graal, c'est l'indicateur de biodiversité intégrée. Ça me paraît dangereux pour la biodiversité, parce que si vous commencez à dire... Alors, ça avait été un peu dit, ça n'a pas été extrêmement utilisé, qu'un hectare... Il y a eu un rapport, il y a déjà plusieurs années, qui était le rapport Chevassiot-Louis, qui disait une prairie, ça rendait service à peu près pour 300 €, une forêt 900. Et donc, est-ce qu'on convertit toutes les prairies en forêt? Mais aujourd'hui, vous avez la centrale photovoltaïque qui pourrait se mettre en plus de la prairie ou à la place, et qui, elle, vaut 2000 € l'hectare. Et qui est bonne pour le climat, qui est bonne donc pour la biodiversité. Donc si on décide que pour un hectare de forêt, si on a un indicateur unique qui va dire tant d'énergie décarbonée, tant de services de régulation biodiversité, et que vous dites, quand on les additionne, on met les pondérations comme ci, comme ça, tout le monde va faire la même chose. Et donc le problème d'un indicateur unique, c'est que comme on le calcule tous de la même façon, puisqu'il doit être standardisé, tout le monde va faire pareil, et donc on va se retrouver non plus avec de la biodiversité, mais avec quelque chose qui n'est pas très biodivers, qui va être optimisé sur cet indicateur unique. Donc j'alerte sur le terme de nature positive, qui est très tentant pour le monde financier. Il y a un débat au sein du monde économique, au sein des gens, des acteurs économiques ou des représentants du monde économique qui vont à Montréal, pour savoir s'il faut endosser ou non ce nature positive que l'UICN appelle de ses voeux. Et c'est vrai, on aime bien voir oui, on revient avec de la nature. Mais la nature, ce n'est pas une nature, c'est plein de natures très diverses. Donc faites attention à ce mot, parce que les financiers nature positive, on va compenser le plus par le moins. On va faire des additions et des soustractions, et il faut que la soustraction soit positive. Donc ça va se traduire très vite par des choses très concrètes dont vous n'êtes pas certain. Je peux vous dire, je ne suis pas certaine que vous les aimerez. Donc faites attention avec ce vocabulaire, des fois ça a de l'importance. Alors à la place, qu'est-ce qu'on met ? On met, et c'est la beauté de Act for Nature, on met du jugement collectif. Le jugement collectif à tous les niveaux, au niveau du territoire, et c'est important. Je pense que vous avez les entreprises, alors dans Marseille, je sais pas, j'espère qu'elles ne mettent pas trop de ruches sur leur toit, mais je pense que le port de Marseille, il y a des choses qui se passent avec des entreprises présentes sur Marseille, les eaux de ballast, ou le travail qu'il y a sur la zone, voilà. Surtout la pollution maritime, par exemple, vous avez des relations avec des entreprises. Donc les entreprises doivent travailler avec les territoires, doivent travailler avec les ONG, les riverains, les communautés locales, et elles commencent à s'en rendre compte, doivent travailler avec des scientifiques, parce qu'il n'y a pas de scénario unique, mais il y a de la science locale. On sait ce qui se passe quand on va faire telle ou telle chose. Donc qu'un jugement collectif soit porté sur telle ou telle action, tel ou tel engagement, telle ou telle chose, me paraît beaucoup plus sain que d'essayer de savoir si oui ou non il est positif avec tel référentiel. Et donc, je vous invite vraiment à aborder les entreprises dans ce sens-là, plutôt que d'essayer de les contraindre dans une matrice financière qui pourrait être une boîte noire dont on ne sait pas ce qui sort, mais tout le monde fera pareil. Et ça sera optimisé par des systèmes de gestion plutôt que par un contact avec la nature. Donc, un contact avec la réalité du vivant. Puisque tu parlais de vivant. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais dire sur la coopération, qui effectivement est extrêmement importante. Et la plupart des entreprises d'EPE entretiennent un dialogue avec et la nature et leurs fournisseurs. Maintenant, aujourd'hui, la chaîne de valeur, on parle du collectif, c'est à travers les chaînes de valeur que ça va se faire, avec leurs territoires qui sont positifs et constructifs. Enfin, on parlait à déjeuner d'une centrale d'une décharge de séché environnement qui est un poumon vert de son département, qui est un peu paradoxal, mais qui est bien le cas. Merci. Et Sandrine, donc sur cette question effectivement de la coopération, de la transversalité, et puis peut-être faire la transition justement avec la question de l'éducation et de la recherche à laquelle tu fais allusion en conclusion de ton intervention précédente.
C'est bien d'avoir utilisé ces termes de coopération parce que ça colle exactement à ce qui est la relation du vivant et de l'ensemble des êtres vivants. On coopère en réalité et l'être humain l'a un petit peu oublié. Alors pour tout dire, pour les associations de protection de la nature et de l'environnement, bon, nous sur les dernières années, on coopère plutôt bien entre nous. Pour tenter de donner un peu de voix à notre plaidoyer et puis pour tenter de porter la voix de la biodiversité, par exemple avec Cap Nature et Biodiversité qui regroupe 14 associations de protection de l'environnement et avec lesquelles on a travaillé à une proposition de stratégie nationale biodiversité qui a été présentée au gouvernement. Et puis comme apparemment ils avaient un peu de mal sur les indicateurs et à trouver des moyens financiers, on a aussi travaillé sur des propositions pour les accompagner. Après, on est toujours dans le dialogue environnemental et dans un certain nombre d'institutions. Donc, on discute avec les pouvoirs publics, on discute avec des collectivités, avec le monde de l'entreprise et le monde économique. Mais après, on ne va pas se cacher que on a quand même encore... si on arrive à avancer avec certaines entreprises qui ont bien pris la mesure de l'ampleur et de leurs responsabilités et qui ont intégré à la responsabilité sociale et environnementale les enjeux de préservation de la nature et de lutte contre l'érosion de la biodiversité. D'une manière générale, dans les débats actuels, on a encore énormément de mal avec le monde économique et notamment avec ceux qui ont profité des services écosystémiques gratuits et qui ont profité du système tel qu'il a existé et qui commencent à envisager de changer leur modèle, mais qui nous expliquent que c'est quand même un peu compliqué, qu'il faudra encore du temps et qui vont quand même essayer de ronger la corde jusqu'au bout. Moi, je veux bien qu'on soit très positif, et qu'on se dise entre nous ah c'est super, le monde est en train de changer, qu'on ait des super films comme le film de Céline Dion où on a l'impression que ça y est, la société est en marche. Ça n'est pas vrai. Globalement, elle n'est pas encore totalement en marche. Et je reviens encore là-dessus, aussi parce que les plus vertueux ne sont pas ceux qui sont les plus valorisés par les politiques publiques. Les plus vertueux, ceux qui font des efforts aujourd'hui, ils le font, et notamment dans le monde économique, parce qu'ils ont décidé de le faire, mais ce ne sont pas ceux qui vont être les mieux accompagnés, ceux qui vont être les plus valorisés. Un énorme regret de la part des ONG. Après le Covid, quand il y a eu le plan de relance, on demandait une chose, et qui aurait été un levier absolument exceptionnel, et pour les entreprises aussi, c'était de conditionnaliser l'ensemble des aides qui ont été attribuées au monde économique après le Covid pour qu'ils puissent se relever, à des conditions pour les amener à s'adapter et à participer à la lutte contre le dérèglement climatique et à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Pourquoi ? Moi, je demande pourquoi le gouvernement, pourquoi nos parlementaires n'ont pas acté cette éco-conditionnalité des aides publiques à un moment où, je le redis, je pense que ça aurait été un levier pour les entreprises. Je reparle encore du rôle des politiques. En discutant avec le secteur économique, divers et variés, un des éléments qui nous énonce, et on l'entend et on le comprend sur les contraintes, c'est qu'aujourd'hui, prendre en considération davantage le dérèglement climatique et la lutte contre la perte de la biodiversité, ça entraîne ces fameux changements structurels. Et pour un secteur d'activité, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'inscrire dans le long terme, parce que ça demande des investissements. Comme les solutions basées sur la nature, c'est un investissement, ça ne rapporte pas de l'argent tout de suite, mais sur le long terme, ça crée des économies et c'est potentiellement bénéfique pour tous. Et beaucoup de responsables d'entreprises, de groupes, nous disent, mais pour pouvoir lancer ces changements, on aurait besoin d'avoir une volonté politique et qu'on soit sûr que d'un gouvernement à un autre, d'une assemblée à une autre, on ne nous change pas les règles du jeu en fait, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Donc là, on en revient encore à cette idée d'un moment d'avoir cet élan, et même pour entraîner le monde économique avec lesquels les associations, donc notamment, on discute. On sent qu'il n'y a pas... ils sont convaincus, et puis à titre personnel, la plupart des individus voient bien l'enjeu. Mais on n'a pas encore ce changement transformateur auquel appelle l'IPBES de la part du monde économique. De la part des collectivités,
Ça vient doucement, c'est pareil, à échelle variable. Moi, je regrette profondément aujourd'hui l'attitude d'un certain nombre de collectivités par rapport à l'objectif zéro artificialisation nette, qui, au lieu d'y voir une opportunité, au lieu de se dire que c'est aussi potentiellement le moment de revoir sa politique urbanistique, de profiter peut-être, et plutôt que d'attaquer les décrets et arrêtés d'application du zéro artificialisation nette, de se battre, et de se battre avec nous pour avoir un fonds friche et avoir plus de moyens financiers pour renaturer des friches urbaines et périurbaines. C'est donc quelques exemples, quelques illustrations pour évoquer que, bien sûr, on dialogue, bien sûr, on essaie d'avancer ensemble, mais on a encore, il y a encore du travail, il y a encore à convaincre, et il faut rester vraiment mobilisé, en tout cas pour tous ceux qui sont déjà convaincus, ne pas imaginer que c'est gagné, ne pas imaginer que tout le monde a déjà compris, et continuer à convaincre. Et à se battre pour qu'il y ait des outils aussi pour accompagner tous ces secteurs qui ne le feront pas forcément de façon spontanée et volontaire. Alors je commençais à me dire avant cette intervention que finalement tout va bien, tout le monde est d'accord et on comprend juste pourquoi on a encore des problèmes aujourd'hui. Christine Just disait 2030 c'est demain, mais en fait non. Quand on relit les rapports du GIEC d'il y a 10 ans, ce que le GIEC présentait comme probable il y a 10 ans, c'est pas pour 2030, on l'a eu l'été dernier. Donc 2030, c'était l'été dernier. On y est déjà. Donc effectivement, la situation est là. Je ne suis pas sûr que la réaction soit encore à la hauteur des enjeux. Et comme on dit parfois, le diable se cache dans les détails, mais surtout le diable s'engouffre dans les brèches des impensés. Et c'est pas ce qui manque en ce moment, malheureusement, ces impensés, ces brèches, ces angles morts. Je vais citer aussi un autre exemple, mais là aussi un impensé politique. La suppression de l'impôt sur la fortune a eu pour conséquence peut-être inattendue et sûrement pas intentionnelle, mais une baisse considérable des dons aux associations de solidarité, de protection de la nature, etc. C'est évidemment un impensé. C'est certainement pas intentionnel, mais voilà, on a vraiment besoin de cette approche systémique en politique comme ailleurs. Ce que tu évoques là, c'est vraiment des questions fondamentalement politiques. Est-ce qu'on peut juste dire quelque chose? De toute façon, il nous reste Juste 4 minutes. On rend l'antenne dans 4 minutes. Ce que je vous propose, c'est un mot de la fin à chacun en 1 minute. Ben, vous pouvez commencer, Christine, vous aviez le micro. C'est juste, avant de rejoindre Beauval, j'étais à une réunion de l'Agence de l'eau sur les rivières et le rôle que peuvent jouer les rivières. Et l'OFB annonçait donc que normalement, l'aéroport de Nice, selon les prévisions du GIEC et de tous les organismes de météo, serait sous l'eau. Or, en ce moment, à Nice, il y a des millions d'euros qui sont dépensés pour l'extension de l'aéroport. Donc, ça fait écho à ce que vient de dire Sandrine. Peut-être qu'il y a des impensés et que nos élus, nos responsables, peut-être, devraient regarder les choses en face. Claire, mot de la fin? J'avais une suggestion pour l'UICN France et Monde, qui est de penser limite de la planète. Vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent cette rosace des 9 limites de la planète, qui sont devenues 11 quand on regarde. Il y en a même 2 pour la biodiversité, les espèces et puis le fonctionnel, les écosystèmes. Tous les autres concernent la biodiversité aussi. Et la prise de conscience des limites de la planète, qui n'est pas faite chez les entreprises, mais on y travaille lentement, ça fait voir les choses autrement. On est obligé de se dire, les 30%, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des 70%? Est-ce qu'on nourrit tout le monde avec les 70%? Combien on peut avoir d'énergie avec les 70%? Ou est-ce qu'on prend aussi 70% des océans? Donc, ça pose la question de façon différente. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se dire qu'on est dans une partie indéfinie, on va à 30% de quelque chose d'indéfini. Il faut se dire avec quoi l'humanité doit vivre. Et ce thème des limites de la planète, je ne l'ai pas beaucoup vu dans... Alors, ce n'est pas pour Montréal, mais on ne se reverra pas avant Montréal, on se reverra à Montréal. Ça me paraît être un thème sur lequel on a besoin de réfléchir, tous ensemble. C'est la rosace de Johan Rockström et de son équipe du Stockholm Resilience Center, effectivement. Sandrine, comme ça on finira par Cyril. Pour moi, le mot de la fin, c'est solidarité. Solidarité et la transition, et on arrivera à gagner contre la lutte contre l'érosion si on accompagne et on prend en considération notamment les plus démunis. Si on accompagne et qu'on donne, tu parlais d'un imaginaire, c'est aujourd'hui, ce sont les personnes les plus démunies, les plus défavorisées qui n'ont pas accès à la nature.
n'ont pas ce lien à la nature, qui ne partent pas en vacances à la mer, qui ne partent pas en vacances à la montagne, qui vivent dans des zones urbaines où il n'y a plus un espace vert, il n'y a plus un arbre. Donc c'est solidarité avec ces populations et travailler avec l'ensemble des personnes qui ont le moins accès à la nature pour leur donner accès à la nature et envie de la préserver. C'est solidarité intergénérationnelle. On est beaucoup là à travailler depuis un certain nombre d'années et moi je pense qu'il faut mettre le paquet sur les jeunes. Les jeunes, ils ont compris le dérèglement climatique. Les jeunes, ils se mobilisent. Je vous invite à aller regarder pour un réveil écologique. Je vous invite à aller voir en fait toutes ces mobilisations de cette nouvelle génération. Il faut les embarquer et concilier l'enjeu de dérèglement climatique avec l'enjeu de perte de la biodiversité et notamment sur cette solution des solutions basées sur la nature, mais aussi sur l'enjeu et de leur faire de combattre avec eux sur ces deux enjeux simultanément. Et puis enfin, solidarité avec le monde vivant. Je crois que c'est un peu tout ce que porte l'UICN et nous en sommes tous convaincus, mais être solidaire avec le monde du vivant, c'est ce que tu introduisais, Emmanuel, c'est de considérer que nous, espèces humaines, il y a tout le vivant du plus microscopique à la plante, aux grands mammifères, et que en tant qu'être humain, on a une responsabilité particulière et que cette planète sur laquelle on vit, on a à la partager. On n'est pas les êtres dominants et on n'a pas tout le vivant qui doit rester dominé. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je profiterai de l'enceinte évidemment du groupe qu'on est là pour souligner l'importance des acteurs de la conservation, évidemment de la nature, qui sont très importants comme vigie, comme alerte, comme relais aussi auprès de la société, dans toutes ces composantes qu'on a eues ici. Et sur l'importance de continuer à unir nos forces pour faire avancer cette cause qui nous tient tous à cœur, parce que on est déjà encore en minorité, on le disait, par rapport au reste de la société qui n'est pas pleinement mobilisée. Donc on a vraiment besoin de continuer à avancer tous ensemble pour la protection de la biodiversité jusqu'à Montréal et après, évidemment. Et moi, mon mot de la fin, c'est merci, parce qu'on aurait pu faire une table ronde extrêmement technique et un peu ennuyeuse. Et les terrestres que vous êtes, pour terminer avec Bruno Latour, avec qui on a commencé, ont su prendre de la hauteur. Merci encore. Merci à tous également. Merci à toi, Emmanuel, pour l'excellente animation de cette table ronde. Merci à nos panélistes, à Cyril, à Sandrine, à Christine et à Claire. Nous entrons maintenant dans la phase finale de la conclusion de ce congrès. Et j'appelle notre présidente Maude Lelièvre pour le mot de la fin. Merci Sébastien, merci surtout à vous tous d'avoir animé, apporté beaucoup de richesse à nos travaux, l'ensemble de cette journée, et puis avoir dressé des perspectives qui, je pense, nous permettront de travailler la prochaine année. Moi, je retiens de cette journée 3 bonnes nouvelles. La première, à travers la présence de la secrétaire d'État ce matin, un certain nombre d'annonces et de réponses concrètes à nos questions. Alors, des réponses aux nombreux courriers que nous avons écrits au ministère, mais des premières étapes sur les cétacés, sur le dialogue, sur des annonces aussi sur la répartition du fonds vert, sur de nouveaux projets. Et je pense que collectivement, nous pourrons continuer à suivre ces annonces et rencontrer à nouveau les services de l'État et la ministre pour pouvoir leur donner tous leurs aspects concrets. Deuxième bonne nouvelle, c'est le plaisir que j'ai eu, moi, à rencontrer un certain nombre de nouveaux qui n'étaient pas forcément présents au dernier congrès, ou d'organisations qui ne participent pas peut-être encore aujourd'hui au groupe de travail. Et j'ai un appel à vous lancer. Pour être fort collectivement, on a besoin d'experts, on a besoin de gens qui puissent apporter leur regard, de pluriacteurs au sein de nos groupes de travail, de nos commissions. Donc je vous lance un appel individuel à rejoindre l'ensemble de ces commissions et ces groupes de travail, et puis aussi un appel à vos organisations, parce que
on sera d'autant plus pertinent si on a cette pluralité d'expertise. Donc un appel à vos organisations pour vous engager plus et pour peut-être engager aussi des jeunes. Ça fait partie de notre mission de transmission et j'aimerais, comme certaines organisations l'ont déjà fait, qu'on puisse avoir de jeunes experts qui puissent parler au sein du comité français, mais au sein aussi des commissions internationales et des groupes de travail internationaux. Troisième bonne nouvelle, je pense qu'on n'avait pas forcément besoin d'un congrès pour le savoir, mais on a des convergences, coopération, mobilisation, éducation, et on a retrouvé à travers les débats d'aujourd'hui les thèmes, les enjeux qui avaient été ceux du congrès mondial, les espèces menacées, les écosystèmes, les aires protégées, les solutions fondées sur la nature, la place primordiale des outre-mer, la déforestation importée, l'artificialisation des sols, l'alternative aux pesticides, et j'imagine qu'on aura d'autres champs de travail, mais on a pu établir des premières avancées. Alors concrètement, ces avancées, ce seront celles des rendez-vous internationaux. Vous êtes plusieurs à les avoir évoqués. La COP Ramsar, la COP Climat, la COP CITES et la COP Biodiversité. Nous allons engager, en travaillant notamment avec Coralie Lopin, qui coordonne nos travaux internationaux, à la fois des notes prospectives pour alimenter les positions françaises, pour alimenter les positions de l'UICN international, mais aussi essayer de créer des délégations comme on l'a pu le faire dans certaines réunions internationales. Et je vous invite à vous engager également pour qu'on puisse partager ces moments internationaux qui ne sont pas forcément toujours évidents à rendre concrets pour le grand public, mais c'est aussi grâce à ces conventions qu'on arrive à éclairer d'un œil nouveau un certain nombre d'échéances. Et puis un congrès ne serait pas un congrès si on ne concluait pas par une prochaine rencontre. Alors moi, je ne vous donne pas non un rendez-vous, mais 2 rendez-vous. Le prochain, vous l'avez compris, on a déjà 2 autres de marque qui ont confirmé leur présence, la secrétaire d'État et Éric Orsena. Donc je vous donne rendez-vous en octobre 2023 à Fontainebleau pour fêter tous ensemble les 75 ans de l'UICN. Et cette fois, on ne sera pas entre nous, on va essayer d'inviter au-delà du réseau francophone, un certain nombre d'acteurs internationaux. Et puis un deuxième rendez-vous sur lequel je vous lance un appel, on a besoin de vous. L'UICN international prépare son programme qui sera présenté au congrès de 2025. Alors 2025, c'est loin, mais c'est demain déjà. Et ce sera le programme de travail de l'UICN pour 20 ans. Donc ce programme va être alimenté par des travaux, par des positions. Nous vous les présenterons avec Sébastien au sein du comité français. Mais on a besoin de vous pour vous engager, pour faire valoir votre expertise d'organisation pour que le prochain programme de l'UICN international soit aussi le vôtre. Merci à tous, merci d'être venus à Beauval, merci une nouvelle fois à Rodolphe Delors et à Delphine de nous avoir accueillis ici chez vous. Et puis bon retour à tous.